Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'une de nos routes bilingues de l'Alberta. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une édition toute spéciale, version hivernale. Et on commence notre périple ici même, à Rowley. Il s'agit d'une ville fantôme qui est figée dans le temps, où le silence de l'hiver donne une atmosphère presque mystique. Mais ne vous fiez pas au calme plat. Dans les prochains jours, nous allons traverser la province pour découvrir que l'Alberta en hiver, c'est tout sauf monotone. Au programme, des musées insolites, des bisons dans leur espace naturel, la culture métisse vibrante et des paysages de glace à couper le souffle. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Notre premier arrêt nous mène à Torrington, un petit village typique des prairies. Ici, on cultive un sens de l'humour bien particulier. Le Gopher Hall Museum, ouvert au milieu des années 90, est devenu une véritable icône de l'absurde. À travers des dizaines de représentations mettant en scène des spermophiles empaillés, c'est toute la vie rurale albertaine qui est parodiée avec tendresse. Mais au-delà de la curiosité, c'est aussi l'histoire d'une communauté qui a su transformer un petit rongeur des champs en une attraction mondiale. Each one of these boxes, almost each one of these boxes, tells the story of the different businesses, the people, the events that used to take place in small town Alberta. Torrington is representative of any small town, not just in Alberta, but across Canada. These are all pictures and stories of our parents, our grandparents, our aunts, our uncles. We all know these boxes in one way or another. And so, yeah, but this is specifically Torrington. These stories were told in this community. And so, yeah, when they start, they come up with an idea of what they want to create. So let's say the post office. Every place has a post office, or they did. Not so much now. So they know what they want the box to look like. They want it to look like the post office. And then they decide how they're going to put that together, what kind of miniatures they need to do, what kind of outfits the people should have while they're inside there, and that's really where it comes from. So yeah, they start with a little idea of what it is they want to represent. By the time they take it to the taxidermist, because the taxidermist or whoever's creating the gopher itself needs to know how to pose it, because once it's posed, you can't change it. Yeah, it's stuck there for life. En remontant vers la capitale, Edmonton, on réalise que l'hiver n'est pas un obstacle, mais une célébration. Le Silver Skate Festival est le plus vieux festival d'hiver de la ville. Inspiré par les traditions néerlandaises et le plaisir pur de la glisse, il transforme le parc William Horillac en une véritable attraction. Entre les sculptures de neige et les sentiers de patinage, on y découvre comment les Albertains ont appris à apprivoiser le froid pour en faire une œuvre d'art. Nos origines sont avec les traditions d'hiver néerlandaises, mais pendant les dernières 36 ans, le festival a vraiment agrandi. À ce moment, nous avons les choses culturelles, sportives, artistiques, récréationnelles, donc il y a quelque chose pour tout le monde. Yeah. Toujours à Edmonton, dans le quartier francophone de Bonnie Doon, la nuit s'illumine d'une étrange magie. Le Flying Canoë Volant est un pont jeté entre les cultures. Il s'inspire de la légende de la chasse-galerie où les voyageurs canadiens-français survolaient les forêts dans un canoë magique. Ce festival est un mélange vibrant de folklore francophone, de traditions autochtones et de métissage culturel. C'est ici que l'on comprend que l'identité de l'Alberta est un grand mélange de cultures qui se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. Le canoë volant est inspiré de la légende de la chasse-galerie. C'est une légende qui comprend les histoires autochtones, métisses et francophones. Et on fait notre version de cette histoire ici sur Edmonton à fin janvier, début février.
Et c'est une randonnée de 3 km illuminée la nuit. D'abord, on prend vraiment avantage de cette noirceur d'hiver. Et là-dedans, on émerveille vraiment les esprits du monde en les donnant aux villages autochtones, aux campements métis, aux cabanes du trappeur, au cabaret du canoë volant. C'est vraiment un festival qui a des éléments traditionnels, mais beaucoup d'éléments qui sont des éléments contemporains, l'art contemporain. C'est vraiment une overdose d'images et d'énergie. Me voici désormais au pied des pistes de Rabbit Hill à Edmonton. On pense souvent qu'il faut absolument rouler jusqu'aux Rocheuses pour skier en Alberta, mais la réalité, c'est que la glisse est accessible absolument partout. Rien qu'ici à Edmonton, on compte 4 stations de ski au cœur ou en périphérie de la ville. Et si on regarde à l'échelle de la province, il y a plus d'une vingtaine de centres de ski en dehors des montagnes. Et c'est ce qui fait la force de l'Alberta. On peut littéralement finir sa journée de travail et être sur les pistes 20 minutes plus tard. C'est convivial, c'est familial et c'est la preuve qu'on sait profiter de l'hiver à fond, peu importe où on se trouve sur la carte. Bon, assez parlé, de mon côté, je vais aller tester la neige. En quittant la ville, on pénètre dans un sanctuaire qui semble figé dans le temps, le parc national Elk Island. Ce parc a joué un rôle crucial dans l'histoire du Canada en sauvant le bison de l'extinction au début du XXe siècle. Aujourd'hui, ces géants des plaines y circulent librement. C'est un lieu de silence et de respect où l'on réalise l'importance de préserver ces terres qui ont nourri les Premières Nations et les premiers colons francophones. Le parc national Elk Island a été créé en 1906 en guise de conserver une harde de wapiti. Et puis, étant donné que le parc était complètement clôturé, le gouvernement canadien a procuré une harde de bisons du Montana, des États-Unis, et on les a gardés ici au parc pendant qu'ils construisaient le parc national Buffalo, tout près de Wainwright en Alberta. Alors, il y a plusieurs bisons qui ont resté ici au parc et voilà, c'était le début de l'histoire de conservation de la harde la plus importante des bisons en Amérique du Nord. On continue vers le nord pour arriver à Métis Crossing. C'est le premier grand centre de culture métis en Alberta et c'est surtout un lieu de rencontre exceptionnel. Ici, on ne se contente pas de raconter le passé, on le vit à travers le partage et l'hospitalité. C'est un endroit où les aînés transmettent leur savoir, des techniques de chasse à la confection des mocassins. L'histoire est vibrante, on y découvre le mode de vie des familles métisses, leur musique entraînante et leur rôle essentiel de guide et de traducteur à l'époque du commerce des fourrures. C'est un arrêt indispensable pour ressentir la fierté et l'accueil des gens d'ici. We have Métis culture here, and we honor the First Nations from our other side, but this is Métis culture. It's very, to get to know who we are. We've been through a rough time too, and in the dark years here, but we're very resilient, and here we are, we're still here, so we'd like to share with the world.
And that's what we do. We have many experiences here, such as Tales on a Trap Line, to learn about how they survived on a, trap line. What snowshoeing. And when was the last time you guys snowshoed? Come on. You come out here and snowshoe. We got the acres. Also, we have lots of areas to ski on, what they call cross-country skiing. We have a wildlife park with the buffalo in, and the horses, and the elk. So we have different things that for different likes and dislikes or whatever. We all have also the experience of, let's see what else, summertime. Wintertime too. Meet the Métis, get to know us. And also paddling on the river. We have archery. So you can have many experiences out here. Come and meet us, come explore here. It's a beautiful place if you just want to walk around and go down to the river and say hello, or go to the past and see where the Cromertys and the Sinclairs and what kind of a home they lived in, or go to the domes and see the new sauna, and there's so much to see here. Pour le bouquet final, nous nous dirigeons vers l'ouest, là où les plaines rencontrent les Rocheuses. Bienvenue au lac Abraham. Ce lac artificiel créé dans les années 70 cache un phénomène naturel qui fascine les photographes du monde entier. En hiver, les plantes au fond du lac rejettent du méthane qui reste prisonnier sous la glace, créant des milliers de bulles blanches figées. C'est une vision surréaliste, une rencontre entre la puissance industrielle de l'homme et la magie brute de l'hiver albertain. Donc en fait, le lac Abraham est immense. Il fait environ 32 km de long et 2,5 km de large. Ce qui fait qu'en fait, les conditions varient énormément d'un bout du lac à l'autre, d'un endroit à l'autre et aussi d'un jour à l'autre. Et même des fois d'une heure à l'autre, selon les conditions météo. Donc en fait, avoir un guide, ça permet d'avoir quelqu'un qui connaît les conditions, qui sait où aller, qui sait accéder à la glace de manière sécuritaire et surtout de trouver les plus belles bulles. On termine notre voyage ici, en apothéose, sur les glaces du lac Abraham. J'espère que la découverte de ce trésor situé aux portes des Rocheuses vous a plu, car c'est vrai que ces bulles de méthane emprisonnées dans la glace, c'est de la pure magie naturelle. Merci énormément d'avoir suivi cette route bilingue hivernale avec moi. On a vu des paysages incroyables, mais surtout, on a rencontré des gens passionnés qui font battre le cœur de cette province, peu importe la température. Pour nous, il est temps désormais de reprendre la direction de Calgary et comme on est aux portes des Rocheuses, impossible de rentrer sans aller saluer les géants de pierre pour une dernière petite virée en montagne. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine aventure.